Jamais il ne pourrait vivre sans ce littoral fragile et menacé. Alors, il le protège sans relâche. Lorenzo Bramanti, scientifique italien, veille sur ce qu'il appelle son trésor. Surexploité en Méditerranée, sauf ici, au large de Banyuls-sur-Mer, dans ces petites branches de corail rouge se cache peut-être l'avenir de nos océans. À mon avis, la grande ici, je pense que si, il a l'âge de mon grand-père. Plus au nord, préserver l'environnement, c'est aussi une évidence pour Benjamin Bess et les pêcheurs de Gruisson. Quand ils se partagent la mer avec des roseaux, ils perpétuent une pêche ancestrale et respectueuse des ressources. On travaille en communauté, on est tous ensemble, donc on se doit de tous être égaux. Mais jusqu'où vont-ils tenir dans un monde en perpétuelle évolution? Sur la côte occitane, nous allons rencontrer ceux qui se battent chaque jour pour préserver ce coin de Méditerranée. Pour commencer, direction Banyuls-sur-Mer. À chaque plongée, c'est le même émerveillement, la même extase face à ces milliers de poissons et d'organismes marins à quelques centaines de mètres de la côte seulement. Jamais personne n'aurait pu imaginer un tel spectacle en Méditerranée sans la mise en place d'une protection stricte depuis plus de 50 ans, en particulier sur le corail rouge. Cette espèce emblématique, trop longtemps pêchée pour la joaillerie, a même totalement disparu à certains endroits de la Méditerranée. Alors, les scientifiques comme Lorenzo Bramanti le savent bien, pour l'observer et l'étudier, il faut plonger ici. Grâce à ces années de protection, le corail est resté intact dans la réserve marine de Cerbère-Banyuls. Exceptionnellement, ce scientifique peut prélever quelques branches afin de percer le mystère de ce trésor. Lorenzo Bramanti est chercheur au CNRS. C'est l'un des plus grands spécialistes du corail rouge. En l'étudiant, il travaille sur le repeuplement des océans. Aujourd'hui aussi, il a beaucoup de problèmes de pêche, de braconnage, de trafic illégal. Et pour moi, c'est un trésor aussi scientifiquement, intellectuellement. Mais surtout, c'est une possibilité de permettre à ces trésors de rester dans la Méditerranée. Ce scientifique d'origine italienne est le seul dans le monde à observer le comportement des larves de corail rouge. L'été, c'est le moment où tout se joue pour Lorenzo. L'ensemble des organismes marins sont en pleine période de reproduction. Le chercheur attend avec impatience la ponte de son animal préféré. Mais d'abord, il doit s'assurer du sexe des branches prélevées. C'est une autre belle femelle, très jolie. On voit bien, fantastique. Fantastique. Ça, c'est une femelle, c'est bien mûr, très prête à être fécondée, très proche à la fécondation. D'un coup de scalpel, il ouvre la branche pour libérer les ovocytes et vérifier leur maturité. Une opération essentielle pour savoir où en est la reproduction des coraux sous la mer. Il faut être là tous les jours. Ce n'est pas une chose prévisible et facile. Toutes les fois, c'est fantastique parce que je les vois toutes les années, mais chaque fois, je remains surpris dans le spectacle. Franchement, c'est émotionnant. Pour mener à bien son étude sur les larves, la fenêtre de tir est donc très courte. Lorenzo doit se tenir prêt dès la ponte et ne doit pas rater ce moment magique.
Et c'est au laboratoire océanographique de Banyuls que Lorenzo a choisi de s'installer. Situé juste au-dessus de la plus ancienne réserve de Méditerranée, là où le corail se développe sans menace depuis 45 ans. C'est ici où je travaille. J'ai la chance que la fenêtre de mon bureau, c'est de ce côté ici, ainsi que je vois la mer toute la journée. Et t'aide beaucoup à travailler bien. Hein? Il y a 20-30 marches dès le local de plongée. Ainsi que quand je travaille sur mon ordinateur, et en 5 minutes, je peux être dans l'eau. Avec 250 plongées en moyenne par an, il est l'un des rares scientifiques à être autant sur le terrain. Mais à Banyuls, il a aussi appris à composer avec les éléments. C'est une des caractéristiques de Banyuls principaux, le vent. Le vent de tramontane, c'est la présence constante en Banyuls. C'est quelque chose qu'il y a des gens qui n'ont pas pu supporter. Il dit que ça rend fou. À moi, il ne m'a fait rien. Peut-être qu'il era déjà fou quand je suis arrivé. Mais... Sa seule folie, c'est cette passion pour le corail rouge. Chez lui, le petit animal est partout. C'est une passion, tu sais. C'est un organisme très fascinant. Et quand tu commences à l'étudier, à être dans le monde de la recherche, de l'e-commerce, de la superstition, de la magie, tu rentres dedans et tu es attrapé complètement. Le terrain de jeu de Lorenzo est apprécié aussi des vacanciers. Ils sont nombreux à profiter des plages et des eaux transparentes de la réserve de Banyuls. Des interdictions et des restrictions existent pour les activités balnéaires, mais le lieu n'est pas mis totalement sous cloche, comme en témoigne ce sentier sous-marin très prisé par les familles et les enfants. À seulement quelques mètres de profondeur, les nageurs peuvent profiter de la richesse des fonds de la réserve. Signalétique et parcours pédagogiques permettent de sensibiliser les estivants. Loin du brouhaha des plages, c'est un jour exceptionnel pour Lorenzo. Accompagné de Frédéric Cadenne, le conservateur de la réserve, il va pouvoir plonger dans une zone ultra préservée. Un sanctuaire de 65 hectares au cœur de l'aire marine, où personne n'a habituellement le droit d'y plonger. Si on n'a pas ce genre de zone de protection renforcée, on n'en verra plus du corail. C'est la zone protégée de la réserve, c'est la zone de protection forte qui a été créée en 1974. Donc là, on a une vision sur plus de 40 ans de protection. C'est un laboratoire à ciel ouvert pour toi. Et nous, ça nous permet de voir l'état de santé de la réserve et selon son état de santé, prendre des mesures pour conserver le milieu. À 500 mètres des côtes de Banyuls et à seulement 15 mètres de profondeur, c'est un Éden sous la mer. C'est à cet endroit précis que l'on peut prendre le pouls de la réserve. Lorenzo et Frédéric peuvent mesurer la densité des forêts de gorgones rouges et blanches et du tombant corallien. Ici, les eaux sont troubles, chargées en nutriments, preuve de la bonne santé du lieu. La diversité des espèces est frappante. Tout y est, du corail, début de la chaîne alimentaire, jusqu'au dernier maillon, le mérou, l'autre espèce emblématique de la Méditerranée qui fait son retour. En 1970, on en comptabilisait une vingtaine. Aujourd'hui, les équipes de Frédéric Cadenne en dénombrent plus de 600.
Lorenzo ramasse quelques branches de corail cassées pour tenter de les sauver plus tard dans son laboratoire. Au bout d'une heure de plongée, les deux hommes ressortent, rassurés par ce qu'ils ont vu. Il ne faut pas y revenir tous les jours, mais on aurait bien envie. Mais ça reste quand même un endroit préservé, on le sent, parce que les espèces sont très fuyantes quand même, ils n'ont pas l'habitude de voir du monde. C'est tant mieux comme ça, il faut continuer. Il y a une densité sur très peu d'espace qu'on retrouve pas ailleurs. À mon avis, la grande ici, je suis curieux de voir quel âge elle a, mais je pense que si, il a l'âge de mon grand-père. Il avait des colonies avec des polypes ouvertes qui sont en train de manger, mais beaucoup de colonies bien grandes, bien rouges, et franchement, c'est un corail en bonne santé. L'importance d'une forêt de corail en bonne santé, c'est comme une forêt terrestre. Une forêt en bonne santé peut donner des abris à des autres espèces, des crevettes, des invertébrés et des poissons, beaucoup de poissons. Ainsi que c'est important qu'il est dense et avec une taille bonne, une structure bonne, pour qu'il fasse une véritable forêt. Pour garder intacte cette enclave de vie, il a fallu du temps et des règles très strictes. Durant l'été, sur terre et en mer, les agents de la réserve ne ménagent pas leurs efforts. Ils assurent une surveillance quotidienne. Une, deux, il y a un kayak là. Oui, plage, mini-plage, mais plage. Il n'y a pas de matos. La surveillance du site, c'est une mission essentielle. Parce qu'on est un espace réglementé sur la réserve. Et donc forcément, il faut être présent pour faire respecter cette réglementation, mais aussi pour informer les usagers. Bonjour. Ne jetez pas du pain aux poissons. Non, on jette rien, que du naturel. Oui, mais même, le pain, c'est pas leur nourriture, en fait. Ils se nourrissent pas de pain, le poisson. Ils n'ont pas besoin de nous. Mais après, ça engendre des maladies, donc évitez. Vous êtes dans une réserve naturelle, donc ils se débrouillent sans nous, vous inquiétez pas. Ouais, c'est merci, hein. Allez, passez une bonne journée. La surveillance du site, ça représente plus de 260 jours par an. Donc ça fait 1200 heures de surveillance, 600 heures l'été. Donc c'est vrai que cette forte présence fait aussi diminuer les infractions. Et le dernier recours, c'est la verbalisation s'il y a non-respect de la réglementation. Bonjour messieurs, dames. C'est juste pour vous informer, comme vous êtes sur une bouée rouge, les bouées rouges elles sont réservées en priorité aux structures professionnelles de plongée. Si les 650 hectares de la réserve sont protégés par un système de bouées, rien ne remplace la présence humaine. D'autant qu'une nouvelle menace est apparue depuis quelque temps. La multiplication des clubs de plongée. Ils profitent des bienfaits de la réserve. On estime, et les scientifiques estiment, qu'on a atteint le seuil de tolérance. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas passer au-delà, parce que ça peut être problématique pour le milieu. Et donc la plongée, on la contrôle, on la surveille pour qu'elle soit pas trop impactante sur le milieu. Il y aurait plus de 35 000 plongeurs par an à Banyuls. Une charte de bonne conduite a donc été créée à l'attention de tous ces clubs. Ils doivent s'engager à sensibiliser leurs clients à la fragilité du site. Donc je vous demande de faire vraiment super attention dans votre déplacement, être bien stabilisé et ne pas venir vous accrocher soit sur les zones de coralligènes. Dernière chose, pendant votre balade, si vous trouvez quelque chose qui traîne, vous le ramassez. Et cette ligne de conduite n'entrave aucunement les affaires de Julien Lebeau, le responsable de ce club. Nous, dans notre pratique au quotidien, ça nous correspond tout à fait, quoi. Donc
Donc minimiser le nombre de personnes sur les sites de plongée, minimiser les rotations de bateaux. Donc voilà, c'est complètement dans nos principes et dans notre éthique. Il y a des structures plus importantes qui ont deux bateaux et après automatiquement ça amène un besoin de rendement qui à mon avis est pas forcément en phase avec le respect des sites ici, quoi. Moi j'ai qu'un seul bateau. Un seul bateau. Donc ça nous suffit, quoi. Ça nous suffit. Pendant que tous les acteurs veillent à la préservation du lieu, Lorenzo poursuit son objectif de repeuplement. Il a installé, il y a quelques années, des hôtels à corail, une sorte de récif artificiel où il a bouturé des branches cassées. Un coup de pouce à la nature pour faire grandir des coraux encore plus vite. La méthode de réimplantation fonctionne car la colonie semble être prête à accoucher. Il faut faire rapidement parce que je ne vais pas être stressé. Au laboratoire, l'heure fatidique de l'accouchement se précise. Ces précieuses larves sont bientôt là. Il est tout excité. Ils sont en train de pondre. On a déjà vu quelques larves qui sortent. Je pense que je vais passer la nuit en attente comme un papa avec son bébé, comme un père. Ainsi que cette nuit, je suis sûr que cette nuit, on va avoir des larves. La naissance est imminente. Barty, on a des mamans enceintes. Oh, des petits bébés. Si cette nuit, on va avoir les bébés. Tous les études de la phase larvaire, ils commencent maintenant. En fait, c'est le début de l'expérience. Dans les aquariums du labo et sous la mer, c'est pendant la nuit de la pleine lune que tout se joue. Lorenzo, en scientifique passionné, cherche toujours à dépasser les limites. Il se lance cette fois-ci un défi, observer une naissance sous la mer. Il décide alors avec son ami caméraman Roberto Rinaldi de tenter l'impossible. Filmer de nuit la ponte, ce serait inédit. Il a la température qui remonte, il a la lune qui est pleine, on a les femelles qui sont fécondées, il a toutes les probabilités. Et tu es ici de passage, que c'est la plus difficile des choses. Ainsi que c'est mon porte-bonheur. On y va, vai. Allez, ouais. Plonger pour l'inaccessible. Le Graal. Lorenzo est l'un des seuls au monde capable d'observer une expulsion de larves sous l'eau. Personne n'a encore réussi à filmer en mer une ponte de corail rouge. Les chances sont minces, mais Lorenzo et Roberto veulent y croire. En pleine nuit, les deux amis assistent à un spectacle hors du commun. L'intensité de la pleine lune favorise le développement des organismes sous la mer. Tout est plus actif. Certaines espèces ne s'ouvrent que pendant la nuit, comme ces majestueuses gorgonocéphales qui s'accrochent aux gorgones rouges comme des étoiles de mer géantes. Le temps passe et Lorenzo se rend compte que la ponte de corail rouge n'est pas pour cette fois. Mais il va pouvoir scruter celle d'une gorgone. Pendant que la femelle relâche des ovocytes qui restent attachés aux branches, les spermatozoïdes, totalement synchronisés, sortent pour les féconder. Puis des perles violettes apparaissent. Ce sont les œufs de la gorgone. Pendant ce temps, dans le laboratoire, l'exceptionnel se produit.
L'expulsion est très rapide. En l'espace de quelques secondes, le polype du corail rouge émet un œuf. Si l'observation sous la mer n'a pas réussi, Lorenzo va pouvoir se consoler avec toutes ces larves nées en laboratoire. Ses recherches vont progresser afin de mieux comprendre et protéger son animal préféré.